Bonjour à tous, merci d'être là pour un horaire aussi matinal pour cette première édition du Breakfast Club. Donc je suis Jeanne Thieu-Bénichou, donc je dirige l'Institut de Future for Care. Et cette année, nous avons décidé de commencer l'année sur un sujet très prégnant et qui est l'enjeu principal d'aujourd'hui et de demain dans la santé, qui est la donnée de santé. Donc nous avons appelé ça January for Data. Et durant ce mois intense, nous avons 3 piliers d'initiative. Le premier qui est de publier des notes d'expertise, car comme vous le savez, on a un conseil scientifique et éthique. Donc Ségolène Aimé, créatrice d'Orphanet, va nous parler de l'historique en data. Vincent Bouget, qui est le directeur scientifique de Scientalab, normalement il devait être là aujourd'hui, qui en fait nous parlera de tout ce qui est qualité et quantité en data et comment est-ce qu'il a fait la différence sur tout ce qui est maladie immuno-inflammatoire. Et puis nous aurons aussi Julien Ruttard qui nous fait une note d'expertise sur la data à l'hôpital et d'ailleurs nous allons l'évoquer avec Jonathan Benamou. Deuxième grande initiative sur laquelle nous travaillons depuis quelques mois, c'est la fresque de l'IA en santé. Donc, nous créons la fresque de l'IA en santé, qui est une initiative inédite au profit de l'intelligence collective sur appréhender tout ce qui est technologie, les usages, les enjeux, mais aussi quelles sont les anticipations réglementaires, car comme vous le savez, il y a 4 règlements européens qui vont rentrer en vigueur en 2026-2027, l'IA Act, Data Act, DGA et Espace européen de données de santé. C'est des choses qui inquiètent et on se demande aussi si c'est des contraintes ou des boosters de compétitivité. Et troisième grande initiative, nous lançons un nouveau format avec le Breakfast Club et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir pour cette première édition Jonathan Benamou, qui est cofondateur et CEO de Résilience. Pourquoi Jonathan Benamou? Parce qu'en fait, avec beaucoup d'audace, parce qu'il ne vient pas de la santé, a repenser les choses en oncologie avec beaucoup de bon sens. Résilience, c'est le leader de la télésurveillance en oncologie et en hématologie, avec 14 000 patients actifs et plus de 110 établissements hospitaliers. Et ça, il faut vraiment le souligner, 110 établissements hospitaliers en partenariat. Donc, Jonathan, peux-tu nous parler de Résilience et qu'est-ce qui t'a amené aussi à créer Résilience? Quel est le pain point en fait qui a fait que tu as osé aussi aller dans la santé parce que tu ne viens pas de la santé? Bonjour à tous. Je suis très impressionné d'être là parce qu'effectivement, je ne viens pas du monde de la santé. Alors, quand j'ai su que j'allais parler avec des gens qui s'y connaissaient, ça m'a fait un peu peur. Donc, je vais essayer de faire comme si je m'y connaissais. Moi, je viens du monde plutôt du SaaS, de la technologie. J'ai commencé en 2008 à monter une première boîte qui s'appelait PeopleDoc, qui était un éditeur de logiciels dans le monde des ressources humaines, donc rien à voir. J'avais 23 ans et à l'époque, je n'avais jamais reçu un bulletin de paye, donc je ne connaissais rien au RH non plus. Et la première application de cette boîte, c'était de digitaliser les bulletins de salaire. Alors, je ne sais pas si vous êtes dans des boîtes qui reçoivent des bulletins de paye PeopleDoc, mais on s'est développé en France. Après, moi, je suis parti vivre à New York pendant 6 ans pour développer la boîte. Et on est passé de 0 à 500 collaborateurs. On a vendu PeopleDoc en 2018 à une boîte cotée au Nasdaq qui s'appelait Ultimate Software, qui était un des leaders des RH dans le monde. Voilà, moi, je suis arrivé, j'avais 34 ans, je vivais un peu le rêve américain. Je suis devenu un des execs de cette boîte. J'étais au board donc d'une boîte côté Nasdaq, donc c'était assez intéressant de voir ça de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur, de l'intérieur, mais je savais que j'allais pas rester très très longtemps parce que j'avais pas envie de rester dans une boîte trop grosse. Et puis, voilà, enfin, je vous passe les détails, mais on a été racheté 9 mois après par un fonds d'investissement pour 11 milliards de dollars. Donc, ça a été une des plus grosses acquisitions de software de l'histoire. Donc, moi, j'ai vécu ça. Je montais ma boîte, je suis rentré en bourse, enfin, j'ai vendu, je rentrais en bourse au bord d'une boîte cotée, ensuite revendu à un fonds d'investissement. Et tout ça aux États-Unis, en étant 3 fois par an à Las Vegas, dans les salons, vivant à New York. Donc, voilà, c'était un moment assez dingue, mais ça m'a permis d'appréhender beaucoup de choses.
notamment la puissance des États-Unis et la puissance d'exister aux États-Unis. Je vais revenir avec résilience. Et voilà. Et puis à un moment, j'en ai eu marre. C'était plus mon truc. La boîte faisait 3 milliards de chiffre d'affaires, de récurrents, même 4 milliards. Il y avait 15 000 personnes, donc je suis parti. Et je suis rentré vivre en Europe. Enfin, je suis revenu en Europe. J'avais 2 enfants, moi, qui étaient en train de devenir trop américains pour nous. Donc, je parle parce que hier, il y avait l'investiture de Trump. Donc et moi, j'étais aux États-Unis pour la première fois de Trump. Donc, c'était assez marquant. Bon, bref, on est rentré. Et on est parti vivre à Madrid. Donc moi, j'arrive de Madrid et je peux vous dire que là, j'ai froid. Il fait froid à Madrid aussi. Hein. Non, il fait froid la nuit, mais surtout, il y a du soleil à Madrid. Donc du coup, c'est un peu la différence. Mais bon, c'est pas très grave. J'essaie de défendre Paris quand même. Ouais. Et bon, je suis rentré vivre à Madrid. J'avais envie de commencer à faire de l'investissement. Donc moi, j'ai monté mon fonds d'investissement. Et j'ai commencé à investir beaucoup dans la tech, donc dans plutôt des boîtes, ce qu'on appelle SaaS B2B, c'est-à-dire des sociétés qui vendent à d'autres grands groupes. Et j'ai fait ça pendant 1 an et demi, j'ai investi dans 70 boîtes, ça m'a intéressé au début et beaucoup moins après, parce que je trouvais que se lever le matin pour attendre que l'argent tombe et attendre que d'autres gens fassent le travail pour soi, ça ne m'a pas beaucoup plu. Même si j'adore le monde de l'investissement et je trouve ça génial parce qu'on a besoin d'investisseurs, mais ce n'était pas mon truc à moi. Et donc, je commençais à tourner en rond et à me poser des questions sur ce que j'ai envie de faire. Je m'étais rendu compte que je ne serais jamais champion de padel ou de tennis pendant ce moment-là. Donc, j'avais envie de recommencer. Et c'était 1 ou 2 mois avant le Covid. Et bon, évidemment, en mars, le Covid est arrivé. On a eu un gros lockdown en Espagne, à Madrid. On a dû être enfermé pendant, je crois, 11 semaines, si je me souviens bien. On n'avait plus le droit de sortir de chez soi. Et donc, au bout de 3 jours, j'en pouvais plus. Je tournais en rond et en fait, surtout, j'étais devant la télé à voir les soignants avoir en fait rien. C'est-à-dire, moi, j'avais des calls avec des soignants à la Pitié qui prenaient des sacs poubelles comme poncho pour remplacer leur blouse. Enfin, bon. Donc, avec 5-6 entrepreneurs français. Donc, il y avait des gens, le fondateur de Deezer, le fondateur de Zenly, Hawkin, etc. On s'est réunis et on s'est dit, essayons d'aider un hôpital avec nos petits moyens de lever de l'argent. Et puis, on va essayer d'acheter des masques quelque part dans le monde, on ne savait pas encore où, les livrer et leur amener à domicile. Et en fait, il s'avère que ça a pris un peu plus d'ampleur. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, on a levé 8 millions d'euros et on s'est retrouvé... en fait, on s'est dit, on peut peut-être faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là on s'est dit, OK, on va créer une équipe et on va créer la meilleure équipe possible. Donc, on a recruté nos frères, nos sœurs, nos meilleurs employés, parce que plus personne ne bossait ou bossait. Enfin, vous avez tous vécu ça. Et donc, on s'est retrouvé avec une équipe de 150 bénévoles en l'espace de 3 jours qui tournaient sur WhatsApp avec 50 groupes WhatsApp, avec chaque groupe dédié à une activité, etc. On a rouvert 30 restos. On a pris 4 entrepôts en France, on a affrété des jets et des avions, et on a commencé en fait à faire de la logistique, ce que j'ai jamais fait de ma vie. Et donc on a acheté on a fini par acheter des dizaines de millions de masques, des centaines d'échographes. On est devenu le premier acheteur de pousse-seringues. Pour ceux qui savent ce qu'est un pousse-seringue, ça permet de réouvrir des lits de réanimation. Et tout ça, en fait, en très très peu de temps, avec une équipe dingue. Et moi, ça a été une aventure qui a complètement changé ma vie. Donc, c'est moi qui gérais avec Céline Lazorde, qui était ma cofondatrice de Résilience à l'origine. Et on gérait ça tous les deux parce qu'on n'avait pas d'activité à ce moment-là. Voilà, donc c'était une aventure qui, moi, a complètement changé ma vie, parce que je me levais à 5h du mat, 6h du mat, et je me couchais à minuit, 2h du mat, et j'adorais ça. Je crois que j'étais la seule personne qui n'était pas très contente que le Covid s'arrête. Mais voilà, donc on a vécu ce truc qui nous a pris. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte de plusieurs choses. Moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie d'entreprendre. Ça, c'était un truc que je savais au fond de moi, mais là, ça y est, j'avais fini de me convaincre. La deuxième chose, c'est que j'ai découvert le monde de la santé hospitalière réellement, parce qu'on a fini par aider 450 hôpitaux. Et ce que je connaissais pas, mon père est radiologue libéral, mes beaux-parents sont libéraux aussi, mais j'ai jamais côtoyé ce monde-là. Et je suis rentré dans un monde où j'ai vu des gens extrêmement brillants qui avaient juste une envie, c'était vraiment de soigner les gens et de faire avancer la recherche. Et puis la troisième chose dont je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait aucune data dans ce monde-là. Je vous donne juste l'exemple, moi, qui m'a marqué, c'est qu'avec Protège ton soignant, on avait mis en place un questionnaire. Alors, c'est très très bête, mais on mettait tous les jours à disposition un questionnaire pour les cliniques et les hôpitaux.
Et chaque jour, il y avait à peu près 1200 établissements de santé qui remplissaient ce formulaire, avec des questions très bêtes. Combien de patients avez-vous aujourd'hui? Quelles sont vos prévisions sur les deux prochaines semaines? Enfin, des trucs assez banals. Et en fait, grâce à ce questionnaire, on avait pu, nous, prévoir que les lits de réanimation allaient être saturés. Et donc, on le savait 3 semaines ou 4 semaines avant. C'est pour ça qu'on avait acheté 2000 pouces seringues. Quand je vous dis qu'on était les premiers acheteurs, on était devant l'État allemand, l'État français, etc. Et en fait, on avait laissé ces pouces seringues dans un entrepôt. Et on attendait on savait malheureusement que ça allait arriver. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, avec un formulaire un peu bête et vraiment pas très réfléchi, on avait pu anticiper les crises. Et donc, en sortant de cette expérience Protège ton soignant, je me suis dit, il faut qu'on monte une boîte qui nous permette finalement d'utiliser la donnée au profit de la maladie ou du coup au profit du patient. Et c'est comme ça qu'on est rentré, on a fini Protège ton soignant, on s'est dit avec Céline, montons une boîte. Enfin, essayons de monter une boîte et essayons de trouver la meilleure idée. Et donc notre pitch était de dire, on veut trouver la meilleure idée possible qui aura un maximum d'impact sur les patients et de faire quelque chose de gros qui potentiellement peut éventuellement changer le monde. Alors, l'objectif, c'est pas d'être égocentrique et complètement prétentieux, mais on s'est dit, ce qui nous fera vibrer, c'est d'essayer de faire quelque chose de gros et qui aura un vrai impact sur les patients. Voilà. Bon, alors ça, c'était la base. Puis après, on s'est rendu compte qu'on connaissait absolument rien à la santé et à la science. On a commencé à faire des calls lunaires où on comprenait un mot sur 10. Et donc, on s'est dit, il faut absolument que on aille chercher les meilleurs et on aille chercher des gens qui nous accompagnent pour comprendre ce monde-là et surtout pour trouver une idée, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas d'idée. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Alors, on a rencontré des oncologues. D'abord, on a rencontré des médecins. Ensuite, on a réduit à l'oncologie. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'était quand même aujourd'hui le mal de notre siècle, comment dire. Et on a ensuite rencontré des hôpitaux et on a fini par rencontrer Gustave Roussy. Donc vous êtes plutôt parti de la France, en fait, finalement. On est complètement parti de la France. Ouais. Et alors là, tu t'es pas dit, je vais quand même explorer un peu à l'international pour en vue, puisque tu as l'habitude de ça, de scaler, éventuellement de trouver donc une idée commune qui pourrait marcher un peu partout. Ouais, mais on est parti de la France. Ouais, mais contrairement à l'industrie pharma, on s'est dit que si on trouvait une idée en France, elle marcherait un peu partout. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'un patient qui a un cancer en France est différent d'un patient en Allemagne, d'un patient aux États-Unis. Tout le monde a le même problème en fait aujourd'hui. Mais je vais revenir parce que ça c'est un autre sujet de la donnée en santé. Et puis même de la mise sur le marché des médicaments qui est aujourd'hui, à mon avis un peu obsolète. Et du coup, on a rencontré Gustave Roussy, on a rencontré le directeur de la recherche qui s'appelle Fabrice André et le patron de Gustave Roussy qui à l'époque s'appelait Jean-Charles Soria. Et on leur a dit, écoutez, voilà, on n'a pas d'idée, mais on a beaucoup d'envie de changer les choses et on aimerait trouver une idée, on aimerait trouver la meilleure idée qui ne soit pas un médicament, qui utilise la donnée et qui nous permette d'améliorer la vie des patients à grande échelle. Et donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là que Gustave Roussy nous a dit OK, Banco, on part avec vous. Donc on leur a donné une petite partie du capital de Résilience. Et en fait, nous, l'idée, c'était aussi de se dire, on va rentrer dans la cour des grands, parce que c'est la référence dans l'oncologie aujourd'hui hors États-Unis. Deuxièmement, ça nous permettait aussi, si un jour on vend cette boîte ou on rentre en bourse, de reverser une partie du capital à la recherche. Et ça, c'était un truc qui nous faisait vraiment, qui était important pour nous. Et puis, nous donner accès à leur crédibilité, à leurs oncologues. Et puis, ils étaient très motivés pour trouver une idée. Voilà, donc on a commencé comme ça avec Gustave Roussy. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte Donc on a commencé à faire beaucoup de consultations. On a vu des RCP, on a fait des consultations avec des médecins, on a vu des patients. Bon, voilà. Et après, ce que je vais vous dire est assez banal pour vous, mais nous, on s'est rendu compte que le cancer était devenu une maladie chronique, que du côté patient, il y avait de plus en plus de cas. On a 18 millions de nouveaux cas par an aujourd'hui, on va sur 30 millions de nouveaux cas d'ici à 2040. Et en plus, ces nouveaux cas sont complètement sous-estimés. Je ne sais pas si quelqu'un sait combien il y a d'oncologues au Mali, par exemple. Non. Il y a 5 oncologues au Mali. Donc, du coup, juste pour vous donner un ordre d'idée, on a une proportion d'oncologues dans les pays qui sont encore en développement qui est très faible. Donc, il y a beaucoup plus de cas aujourd'hui
Et puis la population vieillissant, effectivement, il y a de plus en plus de cas. Donc ça, on peut passer de 18 à 30 millions. Il y a un taux de patients qui vivent avec un cancer qui vivent depuis plus de 5 ans avec un cancer qui a doublé dans les 20 dernières années. Et donc on se retrouve face à une situation où il y a une explosion du nombre de personnes qui ont un cancer aujourd'hui dans la population. Et puis de l'autre côté, on a un nombre d'infirmiers et d'infirmières qui a tendance à diminuer. Il n'y a que 23% des nouveaux infirmiers qui finissent leur formation d'infirmier, donc le reste part vers d'autres horizons. Et on a un nombre d'oncologues qui est assez stable, en fait, qui n'a pas bougé depuis 20 ans. Et donc forcément, il y a un temps soignant par patient qui diminue. Donc on estime aujourd'hui à 7 minutes par trimestre et par patient. On parle de cancer. Donc c'est assez fou, et on estime qu'aujourd'hui, un oncologue passe 1 minute sur une RCP, sur un cas patient en moyenne par RCP, donc par réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc on est dans une situation qui est compliquée, et ce qui implique que, le patient n'a plus accès, ne peut plus poser de questions à son équipe soignante, ne comprend plus vraiment ses effets secondaires, ne comprend plus vraiment son traitement, et donc il y a un problème aujourd'hui qui est en croissance assez forte, qui est que les patients sont plus adhérents à leur traitement. Donc il y a 30% des patients qui ne sont pas adhérents à leur chimiothérapie, quand on sait que la dose est très importante quand même sur la prise de médicaments. Et il y a 50% des femmes qui arrêtent leur hormonothérapie après 2 ans, quand on doit la prendre au minimum pendant 5 ans, voire 10 ans quand c'est ganglionnaire. Et puis un autre chiffre que je veux donner, que j'ai vu il n'y a pas très longtemps, il y a 72% des oncologues aux États-Unis de moins de 40 ans qui se disent en burn-out. Bon, je vous donne tous ces chiffres pour vous dire qu'on a quand même un problème assez fondamental. Et puis, évidemment, vous entendez tous les jours le trou de la Sécu, l'argent qu'on dépense dans tout ça. Donc on s'est dit, waouh, là, il y a un vrai sujet qu'on peut peut-être prendre nous, parce qu'il y a de la data, il n'y a pas de médicaments à faire, et potentiellement, avec notre expertise technologique, sans arrogance, mais de tech et de déploiement, on peut peut-être essayer de faire quelque chose. Donc on a creusé un peu. On s'est rendu compte qu'en France, il y a 1 milliard de rendez-vous médicaux par an. Et sur ce milliard, on dit qu'il y en a à peu près un tiers qui sont dédiés uniquement à des questions sur des effets secondaires. Donc des patients qui rentrent dans le système de soins pour pour comprendre en fait leur maladie. Il y a un tiers des rendez-vous qui sont qualifiés, qui sont utiles mais non qualifiés, c'est-à-dire qu'on ne va pas au bon moment, on ne va pas voir le bon médecin. Et puis il y en a un tiers qui sont vraiment utiles, et qui, ceux-là, on n'a rien à faire. Alors, et on estime qu'il y en a aussi entre 10 et 15% qui devraient être faits, qui ne sont pas faits, qui sont des bombes à retardement, et donc des patients qui attendent trop longtemps. Bon, je vous donne plein de chiffres, mais du coup, parce que la data, c'est des chiffres aussi, et c'est essayer d'aller chercher des data points. Donc, en voyant tout ça, on s'est dit, OK, fine, quelle est la meilleure manière d'essayer d'aider le système? Il y en a 2. Il y avait former plus d'oncologues, mais ce n'était pas notre métier et ça prenait 10 ans, ou il y avait essayer de mieux comprendre le patient, de mieux comprendre son parcours de soins, pour pouvoir l'orienter, lui donner les bonnes réponses au bon moment et l'orienter vers le bon médecin au bon moment dans le bon hôpital. Et en fait, on s'est dit, effectivement, c'est un projet qui peut être qui est intéressant. Et on va essayer d'aller, pour le coup, chercher de la donnée patient pour essayer de comprendre ce parcours de soins et l'évolution de la maladie, des toxicités et de l'efficacité d'un médicament dans le parcours de soins d'un patient. Donc on s'est dit, naïvement, sans connaître le monde de la santé, on va aller voir des hôpitaux et on va leur demander de nous donner cette donnée, ou du moins de l'acheter, ou quelle que soit la manière d'accès, pour l'analyser et pour ensuite magiquement essayer de trouver les meilleures solutions. Alors, le premier truc qu'on a fait, c'est qu'on a recruté des data scientists chez nous. C'était la première chose qu'on a faite. Et puis on allait voir les hôpitaux. Et en fait, ça nous a pris 6 mois de comprendre qu'il n'y avait aucun hôpital qui avait de la donnée, ou du moins qui avait de la donnée structurée, ou qui réussissait à utiliser sa donnée. Moi, ça m'a complètement fait halluciner. Je me suis dit, en fait, il y a des données cliniques, effectivement, mais qui sont assez inutilisables dans la plupart des hôpitaux. Et puis, il n'y a aucune donnée patient. Et donc, en bon entrepreneur, on s'est dit, waouh, peut-être que là, il y a vraiment un truc à faire. Et c'est comme ça qu'on est rentré, qu'on a étudié ce marché-là, et on s'est dit, la meilleure manière d'aller collecter la donnée patient, c'est d'aller la demander aux patients. Forcément. Alors, il y a plein de gens qui ont essayé de demander la donnée aux patients. C'est pas facile de réussir à trouver un usage. On ne peut pas juste mettre une application en ligne et dire donnez-nous votre traitement, donnez-vous comment ça va, quoi. Donc c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que la meilleure manière de le faire, c'était de rentrer dans un monde qui s'appelait la télésurveillance, c'est-à-dire de relier l'équipe soignante qu'on n'arrive pas à contacter aux patients et de créer ce fil en fait transparent qui permet aux patients d'être rassurés, de pouvoir poser des questions au médecin et en même temps de donner de la donnée. Donc c'est du donnant-donnant, c'est-à-dire j'ai un avantage en tant que patient et derrière je donne de la donnée.
Et donc, on a racheté une boîte en novembre 2021 qui s'appelait Better Eyes, qui avait toutes les certifications pour pouvoir faire de la télésurveillance en France, donc qui était 2A, classe CE, etc. Moi, c'est des mots que je découvrais. Et donc, qui n'avait pas de clients. À l'époque, il y avait juste 10 employés qui allaient mettre sa solution sur le marché. Donc, on les a rachetés. On est rentré dans ce monde de la télésurveillance. Comment tu l'as trouvé d'ailleurs, cette boîte? Parce Oui, que oui, 10 oui. personnes. Ouais, c'est en fait c'est eux qui nous ont contactés. Enfin, c'était assez fou. On avait lancé Résilience, mais sur rien, hein, sur une application justement qui marchait pas très bien parce que c'était du contenu, mais les gens ne donnaient pas de contact, enfin ne répondaient pas vraiment, il n'y avait pas d'adhérence. Et il y avait déjà des questionnaires. Mais il y avait des questionnaires qui n'étaient pas liés aux médecins, donc c'était pour plutôt donner de l'information. Et c'est eux qui nous ont contactés. Et en fait, on a vu plusieurs boîtes sur le marché, on les a adorées. Et tu as cru à la télésurveillance dès le départ, alors je pense qu'il n'y avait pas encore vraiment de remboursement. Ouais. Hein. Non, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Alors justement, donc au moment où on les a rachetés, il y avait... nous, encore une fois, on connaissait vraiment pas ce monde-là. Moi, si c'était à refaire, franchement, je ne sais pas si je le referais, parce que si maintenant je vois les montagnes qu'on a passées les unes après les autres... Bon, après, heureusement que je ne savais pas, et justement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ne pas venir de la santé, ça permet aussi d'être un peu naïf sur tout ça et d'y aller progressivement. Moi, franchement, je m'étais dit, il faut que je trouve un business model. Je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'un business model en santé, c'était très compliqué à trouver. Et on a eu beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de chance. On a aussi beaucoup parlé avec les gens dans ce monde-là pour essayer de pousser pour qu'il y ait des remboursements qui soient cohérents. Mais donc, en les rachetant, en fait, ce qu'on a fait, nous, la stratégie, c'était de dire on va lever beaucoup d'argent. Alors, notre seule force, nous, c'était d'être des entrepreneurs du software qui avaient un peu réussi avant. Et donc, on avait des contacts dans les fonds. Et donc, les fonds nous faisaient confiance. Donc, nous, on a levé... Alors, en fait, ça facilite quand même les choses. On a levé 45 millions d'euros sans revenus. Alors, c'était une période aussi qui était particulière. Tout a changé. Comme par hasard, les fonds en 2 ans ont changé. Et bon, on pourra reparler de ça si vous voulez, mais le contexte est totalement différent. Il faut savoir prendre les vagues. Franchement, dans ce monde-là, il faut réussir à comprendre quand il faut lever. C'est assez compliqué. Puis, il faut avoir des contacts. Bon, bref. Mais bon, on a eu de la chance. Ils ont mis, les investisseurs ont mis 40 millions d'euros sur une boîte qui faisait 0 de chiffre d'affaires quand même. Hein. Juste, on verra dans le futur s'ils ont eu raison. Mais bon, quand j'y repense, ça me paraît fou en plus dans la période actuelle. Et je peux te demander à combien elle est valorisée aujourd'hui? Faites les calculs. Là, on n'a pas lâché 50% de la boîte. Donc après, je peux pas. C'est compliqué de dire les valos, mais vous pouvez faire vos calculs. C'est assez classique. Hein, en série, on lâche X% en seed, en Series A, en Series B. Donc, mais je regarde juste. Mais voilà. Donc on avait ça. On a levé 40 millions et nous notre 45. Et notre stratégie, c'était de dire il faut qu'on trouve un business model. Vraiment. C'est-à-dire qu'on doit réussir à trouver un business model pour cette boîte et on veut pas dépendre des labos. Non, je ne sais pas s'il y a des labos dans la salle, mais j'adore les labos. 100% des patients sont soignés par des labos. Mais en gros, je ne voulais pas qu'on devienne une SS2I de labo. Et c'est trop le problème aujourd'hui des boîtes dans la santé. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de business model, on signe des deals avec des labos à 200, 300 000 balles. Et ensuite, en fait, on devient la SS2I d'un labo. Et moi, je ne voulais absolument pas qu'on fasse ça avant d'avoir trouvé un business model pérenne qui ensuite nous permette de travailler avec des labos et nous permette de vivre. Et donc, on a dit, on va utiliser cet argent pour déployer notre solution dans un maximum d'établissements gratuitement. Et en fait... on va, réussir, on l'espère, à prouver que ça marche, à prouver aussi aux autorités que ça fonctionne. Et puis, on va collecter de la donnée, bien évidemment, avec l'accord du patient, l'accord du centre. Donc là, nous, on a des consentements, évidemment, du patient. Quand le patient s'onboard sur l'application, il y a 75% des patients qui donnent leur accord. On a très vite passé, on est devenu EDS, Entrepôt de données de santé. On est la deuxième boîte en France, alors, mais à 2 semaines près, à avoir obtenu la certification EDS, qui nous permet de conserver les données pendant 15 ans et de les utiliser à des fins de recherche. Et puis, évidemment, on a l'accord des centres. Et en fait, on fait de la revalorisation, de la covalorisation des données avec les centres. C'est-à-dire que quand on signe des études de vie réelle, et je vais y revenir, le centre a également une rémunération. Et donc, on a signé très vite 45 centres. Enfin, très vite, en 2 ans. Hein. Sachant qu'en France, il y a à peu près 480 centres qui ont une autorisation de chimiothérapie. Donc, voilà, aujourd'hui, on a 500 centres, donc on a à peu près 25% du marché. Et on a fait ça en se disant, voilà, on mise là-dessus, on parie là-dessus, on parie sur le fait d'avoir un business model qui sera basé sur le remboursement et dans un deuxième temps, qui sera basé sur une offre, ce qu'on appelle life science aujourd'hui, c'est-à-dire le fait de pouvoir proposer au labo un certain nombre de solutions que je vais vous décrire. Et donc, bon, les choses se sont bien passées. On a signé ces centres. On a réussi à obtenir un remboursement. Alors, ça a été
un long parcours. Moi, j'ai découvert l'administration parce que je n'avais jamais eu affaire à des discussions avec... Alors déjà, moi, quand je suis arrivé, il faut juste vous rendre compte, quand on arrive dans ce monde-là et qu'on parle de DNS, DGOS, DSS, je ne comprenais rien. Mais vraiment rien. Et en fait, CNAM, HAS, il n'y a que des acronymes. Et donc il a fallu qu'on rentre dans ce monde-là, qu'on s'entoure des bonnes personnes, qu'on comprenne comment ça marchait. Au début, on nous a proposé des tarifs à 10 € par patient et par mois, ce qui était absolument inviable. On a réussi à remonter autour de 70 €. Donc en fait, si vous voulez, juste moi j'ai un message, en fait il faut vraiment croire à son... Enfin, c'est possible. En fait, c'est possible de discuter avec l'administration, c'est possible de discuter avec le gouvernement. Ils comprennent ce qu'on fait, c'est des gens intelligents, c'est des gens qui ont envie de faire avancer les choses et qui, si on est capable de démontrer un avantage économique à la Sécu, à la CNAM, à la HAS, ça fonctionne. Donc bon, bref, novembre 2023, on a obtenu un remboursement et on a commencé à facturer au 1er janvier. Et donc aujourd'hui, Résilience, c'est 100 établissements, on est à peu près 200 personnes. On a 15 000 patients aujourd'hui actifs chez Résilience. On en rajoute à peu près 1500 par mois. Enfin, on en rajoute, il y en a 1500 qui sont aidés chaque mois en plus. On a l'oncologie, c'est une activité. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait créé une plateforme aujourd'hui réglementaire, juridique, sales, qui nous permettait, comme un labo pharma, en fait, finalement, de rajouter des molécules digitales sur d'autres pathologies et de les accélérer. Donc, on a fait le choix, il y a un an, d'acheter une boîte qui s'appelle Guticare, qui est spécialisée dans les MICI, maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc là, c'était une petite boîte de 7-8 personnes, on les a rachetés, on les a plugués à la plateforme, et donc on va chercher un pécan là dans 9 mois. Et puis on a commencé, donc on avait racheté une boîte, et puis on s'est dit on va aussi finalement essayer from scratch. On a des mecs hyper brillants chez nous, enfin des mecs et des nanas hyper brillantes, et donc on a décidé de lancer la psychiatrie aussi sur le même modèle, télésurveillance et puis ensuite analyse de la donnée. Et je vais finir avec ça. Et donc voilà, donc on a commencé, on va aussi chercher un pécan dans 9 mois. Donc ça c'est la partie télésurveillance. On est en France. On est en Belgique, donc ça y est, on a obtenu un remboursement en Belgique en oncologie qui devrait. Donc là, on attend les tarifs. Ça, c'est la deuxième belle étape sur l'oncologie. Et puis, on vient de recruter notre patron de l'Allemagne. Donc, on lance l'Allemagne là sur Résilience. Et évidemment, on regarde les US parce que c'est un sujet qui, pour nous, est extrêmement important. On ne sait pas ce qui va se passer sur la santé là dans les prochains mois. Je sens que le nouveau ministre de la Santé est un. Voilà, on verra ce qui se passe. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Et à partir de ça, on s'est rendu compte qu'effectivement, on commençait à collecter beaucoup de données. Et nous, en fait, l'idée, c'est qu'on collecte de la donnée de vie réelle. C'est-à-dire qu'on est, aujourd'hui, on est en train de créer la plus grosse base de données de vie réelle en oncologie patient. Donc, ce sont des données qui sont ce qu'on appelle des PRO, Patient Reported Outcome. On a commencé à collecter ce qu'on appelle des SDOH, c'est des Determinants of Health. Donc, c'est la fragilité financière, économique, sociale des patients. On commence à collecter la biologie. Parce qu'on a ce qu'on appelle du hockey cure, ça pour valider des cures, on a besoin de la biologie, donc on commence à avoir cette donnée-là. On a la donnée de traitement, donc on a créé une plateforme multimodale de données de vie réelle qui est extrêmement valorisable aujourd'hui et qui n'existe pas. On est les seuls au monde à avoir cette donnée. Vous avez des boîtes comme Flatiron qui avaient des données administratives. Vous avez des boîtes comme Tempus qui ont des données génétiques et d'imagerie aujourd'hui, et donc qui ont commencé. Alors, sincèrement, c'est pas pour se comparer à Tempus, ils valent 9 milliards de dollars aujourd'hui, mais ils ont le modèle de résilience, c'est un peu le modèle Tempus, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé un axe de remboursement qui sont des tests génétiques aux États-Unis, donc ils ont commencé par le remboursement. Se sont déployés dans des centaines de centres et ensuite ils ont commencé à créer cette plateforme multimodale génétique et d'imagerie pour faire de la recherche. Nous, on fait exactement la même chose, mais on fait la même chose sur la partie Real World Evidence, donc sur la partie données de santé, enfin données patients. Et donc ça, c'était la première étape. Là, on vient de racheter une nouvelle boîte qui s'appelle Gimli, qui est une boîte qui fait du NLP et qui permet d'extraire la donnée de comptes rendus médicaux, de la structurer et ensuite nous permet derrière de l'associer aux données de vie réelle des patients. Donc on est en train de enhance les profils patients pour pouvoir derrière ensuite, et c'est ça qui est intéressant, faire avancer la recherche. Le but de Résilience, ça va être notre nouveau mantra, mais on s'est posé, on s'est dit, mais en fait, SpaceX veut aller sur Mars et c'est leur objectif, c'est leur truc, c'est vraiment l'objectif de pourquoi j'ai créé cette boîte-là. C'est pas faire des fusées, c'est vraiment aller sur Mars. Nous, on s'est dit, on s'est posé ensemble et on s'est dit, mais c'est quoi l'objectif de Résilience ? Et en fait,
L'objectif de résilience, on a fini par se dire que c'était decoding life, c'était décoder la vie, parce que ça nous permet, en fait, le fait de collecter cette donnée-là nous permettra demain de comprendre des choses qu'on ne connaît pas aujourd'hui. En fait, le vrai sujet de résilience, c'est essayer de trouver des choses qu'on sous-estime aujourd'hui, des marqueurs sociétaux, environnementaux. Il y a Roche, il y a 10 ans, a découvert que le pamplemousse avait un effet inhibiteur sur certaines de ces chimios. Voilà, nous, on se dit que potentiellement avoir un chien demain va permettre les gens qui ont des chiens réagiront mieux à ça. Enfin, on n'en sait rien. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on est dans ce chemin-là d'essayer de comprendre des choses qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, et on le fera qu'avec la donnée. Et donc, c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos patients, ce qu'on essaie d'expliquer aux soignants, ce qu'on essaie d'expliquer aussi au labo avec qui on travaille. Et donc, on a une offre, on a créé une équipe qui s'appelle Life Science chez Résilience, et qui commence à travailler avec les labos. Et donc, on vient de commencer. Donc là, on a signé des deals avec Roche, avec Pfizer, avec BMS, et notre objectif, le seul objectif de ces deals-là, c'est de faire avancer la recherche. Et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, c'est-à-dire on n'est pas un broker de données, et on ne le sera jamais. C'est pas du tout notre objectif. Et de toute façon, même si on voulait, on ne pourrait pas aujourd'hui en Europe. Mais ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'essayer de comprendre et de répondre à des questions de recherche grâce à la donnée qu'on a collectée, en co-valorisant ces recherches avec les labos, avec les hôpitaux et avec les cliniques avec qui on travaille. Voilà, à peu près pour l'histoire de Résilience. Donc, tu te chemines vers études cliniques. Alors, nous, dans l'offre Life Science, on a 3 offres. On a une offre qui s'appelle PSP, Patient Support Program, parce que comme on a une communauté de patients, qu'on est capable, nous, de comprendre, de savoir quels sont les traitements qui sont suivis par ces patients, on va proposer des programmes spécifiques à des drug classes qui permettent d'augmenter l'adhérence et l'observance au traitement. Ça, c'est un vrai sujet. Je peux vous donner des milliers d'exemples, mais typiquement, il y a des traitements sous-cutanés, par exemple, le nouveau traitement sous-cutané de Roche, par exemple, ont des effets secondaires spécifiques. Et donc, le fait est que les patients ont besoin d'avoir de l'information sur ces effets secondaires, d'essayer de comprendre comment les traiter, ce qui permet d'augmenter derrière l'adhérence et donc l'efficacité de ce médicament. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on devient un outil, comme on a craqué d'une certaine manière l'usage de l'outil, il y a 89% des patients qui répondent à leur formulaire chaque semaine. Donc c'est beaucoup, c'est plus que n'importe quel essai clinique qui a été fait sur la télésurveillance. Et donc grâce à ça, ça nous donne une crédibilité sur le marché pour devenir ce qu'on appelle un ECOA, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir collecter de la donnée pendant les essais cliniques. La donnée de vie réelle qui devient de plus en plus importante. Et donc effectivement, on a développé tout un outil autour d'une suite de EPRO, ECOA, et potentiellement de clinical trial matching, parce qu'on a les patients, on a leurs données cliniques, leurs données de vie réelle, leur localisation, donc on est capable en fait de proposer des essais cliniques directement aux médecins en fonction des critères d'inclusion et d'exclusion. Donc oui, on a une offre d'essais cliniques. Là, on a signé par exemple avec Pfizer au niveau global, là pour le coup, sur un premier gros essai. On a 3 biotech qui on a signé, qu'on lance aux États-Unis là. On a un partenariat avec IQVIA aussi sur cette partie-là. Donc ça, c'est intéressant. Et puis la troisième offre, c'est une offre de données de vie réelle qui s'appelle Real World Evidence. Et là, c'est effectivement sur la donnée, répondre à des questions scientifiques pour comprendre des choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Donc on travaille avec les instituts de recherche là, pour le coup. Là, on travaille avec Unicancer, on travaille avec l'INCA, on travaille beaucoup. Et comment est-ce qu'ils pourraient avoir l'idée de venir te chercher ? Naturellement, ils prendraient la voie traditionnelle. Comment est-ce qu'on... ça, c'est notre boulot. Après, c'est d'être bon, déjà, parce que c'est pas forcément que de se faire connaître. Alors, c'est une bonne question. Et du coup, là, justement, on s'est posé cette question il n'y a pas longtemps. Et on vient de créer une équipe de recherche translationnelle. Alors, moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire il y a quelques mois, mais maintenant, je crois comprendre. En fait, pour faire nos propres papiers de recherche. Donc, on va commencer vraiment à publier. Et l'idée, c'est de se dire, essayons d'abord, dans un premier temps, de prouver, en fait, grâce à nos données, de valider des choses qui existent déjà ou qu'on sait déjà. Donc, typiquement, on s'est dit, on va prendre 7 questions d'oncologie très, très classiques sur la toxicité de médicaments ou l'efficacité de médicaments qu'on connaît déjà. Essayons d'analyser nos données pour voir si on trouve les mêmes résultats et publions. Donc ça, c'est le premier objectif qu'on s'est donné. Là, on va publier à l'ASCO sur ça. Et en fait, tu vois, petit à petit, l'idée, c'est de devenir un vrai acteur scientifique et médical. Et en fait, on n'est pas une boîte de tech, on est vraiment une boîte. On veut être une boîte médicale. C'est notre ambition. On a une équipe médicale aujourd'hui de 8 personnes. On a recruté notre Chief Medical Officer. C'était
un ancien oncologue, donc 10 ans à Gustave Roussy, qui ensuite a été Chief Medical Officer de Relay Thérapeutique, qui est une boîte cotée au Nasdaq, ensuite AstraZeneca, Daiichi Sankyo. Donc c'est des gens qui se connaissent vraiment dans ce monde-là. On a 4 oncologues à temps plein, on a une psychiatre, on a 2 pharmaciens. Donc, si on a un gastro-entérologue, donc on étoffe ces équipes-là parce que on se veut boîte médicale et vraiment avec un savoir scientifique. Et on veut faire avancer la science. Donc, la seule manière de faire avancer la science, c'est aussi de faire de la recherche et de publier. Alors, quand on parle avec le milieu médical, en fait, il y a pas mal d'obstacles. Des obstacles aussi au niveau d'adoption de la technologie de la part des soignants. Ça, c'est vraiment un très, très, très grand sujet. Et aussi de la part des patients avec la problématique de l'électronisme. Comment est-ce que vous avez dépassé cela et pu accélérer, en fait, finalement, l'adoption ? Ouais, alors, paradoxalement, c'est beaucoup plus simple de convaincre un patient qu'un soignant. Juste, moi, j'étais dans le même monde avant. Si je fais le parallèle avec PeopleDoc, nous, on avait 8 millions d'utilisateurs, je crois. Et en fait, on me disait tout le temps la même chose. Les DRH, mais non, mais digitaliser les bulletins de salaire ou les dossiers, vous vous rendez pas compte, mes employés vont pas y aller. En fait, la vérité, c'est que c'était eux qui avaient peur, parce que 99% des employés recevaient leur bulletin de salaire sous format électronique. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, c'est marrant, on a les courbes. Bon, je n'ai pas des slides, mais est-ce que vous savez quelles sont les tranches d'âge qui utilisent le moins résilience, à votre avis ? Vous savez qu'il y a un piège, parce que sinon je ne vous poserai pas la question, mais instinctivement, de toute façon, vous m'auriez dit entre 80 et 85 ans. La vérité, c'est que c'est entre 18 et 25 ans. Parce qu'en fait, on est totalement innocent face à la maladie, on s'en fout un peu de venir à l'hôpital, on se dit qu'on est invincible. 80-85 ans, c'est le taux d'adhérence le plus élevé chez Résilience. En fait, c'est dingue. C'est-à-dire que, et finalement, la courbe, à partir de 25 ans, est à peu près la même jusqu'à 85-90 ans. La moyenne d'âge des patients chez Résilience, c'est 65 ans. Sur le long cours, hein. Sur le Mickey, c'est 35 ans. Donc, il n'y a pas de sujet. Il y a un sujet d'électronisme comme de partout dans vos boîtes, et forcément, de toute façon, c'est pas nous qui allons régler ce problème. Quelqu'un qui n'a pas un téléphone portable ou qui n'a pas de device, etc., c'est pas Résilience qui va régler ce sujet-là. Donc, forcément, moi, je pense que c'est pas un vrai sujet, c'est un sujet de société, et ça, malheureusement, c'est pas notre sujet. Les soignants, c'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué, et en même temps, j'ai l'impression que ça change. Que ce soit en France ou à l'international ? Franchement, non, allez. Non, mais en fait, moi, après, je connais rien. Moi, je suis en France pour l'instant, en Belgique. Alors, je commence à découvrir les pays. Ça a l'air beaucoup plus compliqué en Allemagne. C'est très facile en Belgique. C'est compliqué en France. C'est hyper facile aux États-Unis. Après, là, pour l'instant. Il y a un aspect culturel, quoi. Ouais, il y a complètement un aspect culturel. Mais en fait, il faut aussi se rendre compte d'un truc. C'est que moi, ma femme est dentiste. Donc, moi, j'ai pu voir le truc. Quand je l'ai rencontrée, elle n'avait pas d'email. Elle ne connaissait pas. Enfin, donc, en fait, quand nous, moi, j'ai fait une école de commerce. En école de commerce, on apprend. On a des cours de technologie, on a des cours de parler en public, on a des cours de sociologie. Enfin, en fait, quand on fait médecine, on n'a aucune notion de tech. Donc, en fait, c'est normal que les gens qui sortent de ces études-là soient sceptiques face à ça, ne comprennent pas. Donc, il y a un travail d'éducation qui est hyper important, mais moi, je pense surtout qu'il y a un problème d'éducation, quoi. Il y a un problème de formation. Et voilà, donc on passe 10 ans effectivement à faire des trucs incroyables, mais derrière, je pense qu'on a oublié qu'il y a un futur, il y a le futur de la médecine, mais il y a le futur de la science. Et donc, ouais, mais je pense que ça change. En fait, c'est assez marrant, mais moi, j'ai des discussions maintenant avec des jeunes médecins qui sont assez dingues. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont à la fois médecins et des data scientists, et qui sont incroyables. Et en fait, ces gens-là, par définition, sont extrêmement intelligents. Et donc, quand ils rentrent dans des sujets comme ça devient des experts, mais imbattables. Et en fait, en France, on a un esprit d'analyse et de synthèse reconnu. Les médecins qui sont médecins et data scientists, c'est des génies pour moi. Et en fait, on travaille beaucoup avec certains d'entre eux parce qu'ils nous apprennent tous les jours. Voilà. Après, il y a aussi une génération qui comprend pas vraiment ce qu'on essaie de faire et qui est plus compliqué. Ouais. En plus, on nous parle beaucoup de sécurité, de collecte des données et d'interopérabilité. Là, comment est-ce que tu as fait ? Comment j'essaye de faire parce que... c'est toujours le gros pain point. Alors, sécurité des données, c'est un vrai sujet. Et écoute, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté 3 anciens de la DGSI. Sincèrement, c'est un budget, ça coûte hyper cher.
mais c'est hyper important. Il y a des tentatives de hacking tout le temps. Et puis surtout, en fait, c'est tout le problème. C'est au moment où on essaie de se faire connaître, c'est là où il faut faire encore plus attention. Donc ça, j'ai pas envie de dire que c'est réglé, mais on est assez fort là-dessus. L'interopérabilité, moi je pense que c'est le vrai sujet aujourd'hui de la France en santé. Enfin, c'est un des vrais sujets, il y en a plein, mais d'un point de vue software, si on veut vraiment réussir à désenclaver. Bon, alors, il y a d'autres sujets. C'est est-ce que les hôpitaux veulent vraiment être interopérables? C'est-à-dire qu'il y a aussi. Enfin, ça, on peut rentrer dans d'autres sujets. C'est l'indépendance de la recherche, la compétition entre les centres d'un point de vue publication, les financements de la recherche qui, à mon sens, n'est pas forcément optimal aujourd'hui. En fait, quand tu n'as pas forcément envie de partager tes données, tu n'as pas envie de partager tes informations. Et donc, nous, on rentre dans un monde où rien n'est vraiment structuré. Il y a le Ségur qui essaye mais qui gaffe finalement les éditeurs à faire des trucs qui servent pas vraiment. Il n'y a pas de couche d'interopérabilité. En fait, si on avait la donnée de 100% des centres accessibles, mais même dans une initiative publique, on ferait avancer la recherche de manière colossale. Et ça n'existe pas aujourd'hui. Unicancer essaie de le faire, l'INCa essaie de le faire. On a des cohortes, Canto, on est fiers d'avoir Canto, mais Canto, il y a, il doit y avoir 12 000 patients avec mise à jour tous les ans, avec 2 données. En fait, je pense ce que j'arrête pas de dire, c'est que je comprends pas pourquoi on a réussi à trouver un vaccin contre le Covid. Alors évidemment, c'est en quelques mois. Et pourquoi on se fait pas une initiative, même française ou internationale, de la même manière? En 62, je crois, Kennedy a dit on va aller sur la Lune avant 70. On est arrivé à aller sur la Lune en 69 quand même. Et en 82, Reagan a dit on va combattre le cancer. Il y avait 4 millions de cas à ce moment-là à peu près. Il y en a 18 millions aujourd'hui et on n'a jamais réussi à avancer. Donc en fait, je pense qu'il manque une initiative, alors qu'elle soit nationale, européenne ou globale, de mise en commun de ces données. Et de forcer les centres, et de convaincre les centres. Alors c'est effectivement les actes, ce qui est en train d'arriver en Europe, mais j'y crois pas une seconde, ça marchera pas. Voilà. Donc est-ce que ça doit être privé, public, j'en sais rien, mais aujourd'hui. Mon espace santé, c'est quand même une lueur d'espoir. Non. Mais pas pour ces raisons-là. C'est-à-dire que mon espace santé n'est pas du tout fait pour ça. Mon espace santé, c'est un espace pour vous, pour avoir accès à vos données. Il n'y a rien à voir. Enfin, si tu veux, c'est une sorte de wallet dans lequel vous allez avoir votre bio, Mais jamais personne n'aura accès. On a tellement peur de ça que jamais personne n'aura accès de l'autre côté aux données. Alors qu'effectivement, ça pourrait être une mine d'or pour comprendre les choses. Mais c'est pas le cas. Il y a quand même une acculturation du grand public, quand même. Mais en fait, mais je pense que c'est pas les grands publics qu'il faut acculturer, c'est les politiques qu'il faut acculturer. Aujourd'hui, je pense que il faut mettre des barrières. J'en suis convaincu. Je disais le GDPR, je trouve que moi je trouve que c'est une bonne initiative malgré tout. Mais il faut réussir à se dire que quel est le bénéfice finalement versus le risque. Et je pense qu'aujourd'hui, dans une maladie comme l'oncologie, on a un bénéfice énorme à pouvoir se poser la question de comment on peut accéder à beaucoup de données. Et ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, parce qu'on a peur, malheureusement, alors on a peur, et pour de bonnes raisons, d'agissement de beaucoup de gens, les réseaux sociaux, des assureurs, etc. Mais bon, donc du coup, il faut essayer de trouver la bonne balance. Nous, on en met plein de bâtons dans les roues, alors que franchement, notre volonté, ça n'a jamais été de vendre quelques données que ce soit. Donc, bref, c'est un long débat. Je pense que moi, je suis partisan d'ouvrir un peu plus et d'être un peu plus tolérant sur ces sujets-là. Ce que font les États-Unis, alors après, encore une fois, on peut décrier les États-Unis, mais ils avancent quand même plus vite que nous sur ces sujets. Et on va se faire dépasser. Enfin, sincèrement, on va se faire complètement dépasser. Je propose qu'on prenne quelques questions dans la salle. Oui, bonjour. J'avais une question. Est-ce que vous vous intéressez un petit peu, beaucoup, pas du tout, au dark genome? Wow. Alors non. Je vais répondre rapidement non, mais je veux bien que vous nous expliquiez ce qu'est le dark genome. Et que vous nous disiez qui vous êtes du coup, parce que... Oui, alors, donc Frédéric Naon, moi je suis le CEO de Magic Genomics, et nous on a développé une méthode basée sur l'analyse de l'instabilité génomique qui comprend et la partie codante de l'ADN et les parties non codantes. Et donc, en fait, grâce à ça, ça nous permet de déterminer quels vont être les bons patients répondant à la chimiothérapie, mais on veut essayer d'aller plus loin en s'intéressant aux parties non codantes.
On sait qu'il y a des parties qui ne servent à rien, mais on sait qu'il y a forcément des parties où il va falloir investir en matière de recherche. Donc c'est la dark matter, c'est la matière noire du génome. Du génome, exactement. Super intéressant. Ouais. Et alors, la réponse, c'est nous, on ne fait pas de génomique, effectivement. Mais en revanche, enfin, là, ce que je comprends, c'est que vous cherchez des biomarqueurs. Et effectivement, ça peut être intéressant d'agréger les deux et d'essayer de trouver les choses. Ouais, je suis complètement d'accord. On travaille avec Pascal Pujol, nous, sur ces sujets-là. Enfin, on a commencé à travailler là-dessus. Je suppose que vous devez bosser avec eux d'une certaine manière. Oui, alors on travaille... En fait, au départ, on travaille avec Frédéric Chibon de l'INSERM de l'Oncopole de Toulouse, qui est spécialiste du sarcome des tissus mous. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'autres cancers qui réagissent un peu comme le sarcome des tissus mous. Mais en fait, c'est pas que ça m'étonne, mais je me dis, avec les entrées que vous avez vis-à-vis des patients, vis-à-vis de la pharma, le fait d'abandonner finalement toutes les informations que donne la génomique, quand on voit le plan français et le nombre de patients qui ont des séquençages de l'ADN, etc., y compris, par exemple, pour les boîtes qui font du matching de patients, délaisser cette donnée, aujourd'hui, pour moi, c'est un manque de vision et en fait, on perd des places par rapport aux US, quoi. Ouais. Alors, vous n'avez pas posé la question comme ça, vous m'avez demandé si je m'intéressais au dark genome. Donc juste, je vous ai dit non. Non, si la question c'est est-ce que vous vous intéressez à la génomique, c'est une autre question. Et donc la réponse c'est évidemment qu'on le fera et que c'est prévu. Sauf qu'il y a des données qui sont périssables et d'autres qui ne sont pas périssables. Mais alors, le génome ne change pas. Alors, à moins que vous ayez des problèmes, notre ADN ne va pas changer dans le temps. Donc du coup, nous, on a fait le choix de s'attaquer à des données qui sont aujourd'hui, qu'on doit récupérer maintenant, pour pouvoir se donner le temps d'aller récupérer la génétique ensuite. Donc on se structure et évidemment que la génétique est dans notre roadmap et là dans les 2 prochaines années on commencera à collecter la génétique des patients qui sont chez nous. Et donc la réponse est oui, évidemment, de toute façon il faut qu'on fasse cette corrélation. Voilà, on fait tout ce qu'on peut au moment où on peut et donc ça vient au fur et à mesure. Au même titre que la biologie en fait, on commence à la collecter aujourd'hui. Voilà. Donc petit à petit on va collecter un maximum de données. C'est le canapé qui veut qu'on vous pose des questions. Je vous remercie pour votre intervention. Ça m'intéresse à 2 titres. D'abord, Pierre Lecor, MusiCare. Nous, on propose une application qui fait du soulagement de douleur, anxiété, troubles du sommeil par la musique. Voilà. Et ça m'intéresse à double titre parce que je suis moi-même en rémission. Donc l'oncologie me parle. Une des difficultés que nous avons, justement, c'est qu'on nous a demandé, quasiment tous les établissements de santé, de quasiment, je dirais, neutraliser notre application de toutes données, je dirais, des patients, qui fait qu'aujourd'hui, on a une solution qu'on connaît, qui marche, mais on a du mal à affiner notre proposition. Et ça, c'est une vraie frustration chez nous. C'est qu'aujourd'hui, on est passé par un partenariat avec Sanofi. Du coup, il ne nous reste plus rien en termes d'information. Non, mais je veux dire, pas parce qu'ils nous l'ont prise, parce qu'ils nous ont réduit tout ce qu'on pouvait mettre dedans. Et aujourd'hui, moi, je n'ai que l'adresse de mon patient, l'adresse email. Et je ne sais pas si c'est un homme, une femme, quel est son âge, etc. Et aujourd'hui, nous, on est dans une vraie frustration de développement. C'est de se dire, on a une solution on a déjà fait 17 études contrôlées, randomisées. Ça fait 15 ans que la solution existe. Moi, je l'ai rejoint en tant que patient. J'ai pris la direction de la boîte après avoir été patient, l'avoir utilisée. Et donc, aujourd'hui, est-ce que vous envisagez, avec ce que vous faites, des partenariats avec des gens comme nous, comme plein de gens dans la salle, qui nous permettront, nous aussi, d'améliorer la solution qu'on va apporter aux patients, parce qu'aujourd'hui, on se trouve un peu dans du guessing. On se dit, ça devrait marcher, sauf quand on fait des essais, mais on ne peut pas passer notre temps à faire des essais contrôlés randomisés. Non, mais c'est une très bonne question. Alors, la réponse est oui. Déjà, j'y crois à fond à ce que vous faites. Deuxièmement, nous, on a toute une partie de l'outil, je ne vous ai pas décrit, mais donc quand on collecte la donnée, via des formulaires aujourd'hui de PRO, donc des symptômes en fonction du traitement, du protocole, de la personne. Donc nous, on connaît la personne. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est que nous, on collecte un maximum de données sur les patients, justement pour, mieux comprendre la toxicité, enfin mieux proposer les bons formulaires, mais derrière, pour proposer le bon contenu. Donc en fonction des caractéristiques du patient, de ses données cliniques et des réponses au formulaire, donc aux symptômes, nous, on va proposer le bon contenu au bon patient. Donc déjà, ça vous donne un début de réponse, c'est que
Nous, on a des TCC comportementales, enfin des thérapies cognitives et comportementales sur la réduction du stress, l'augmentation du sommeil, la réduction des bouffées de chaleur. Enfin, on a tout ça. On a de la nutrition, on a de la méditation, du yoga. Enfin, donc, on a tout un éventail de soins de support digitaux qui est extrêmement important. On n'a pas la musique, donc ça, c'est un truc qui peut vraiment être très intéressant. Et en fait, donc il y a deux choses là-dessus. C'est que, nous, on peut totalement regarder pour intégrer vos solutions et les faire évoluer avec vous en fonction du profil du patient. Ça, c'est un premier élément. Puis deuxièmement, là, vous savez qu'il y a une nouvelle réglementation. Enfin, il y a un nouveau tarif qui est sorti sur la partie DTX, et donc auquel vous pouvez, à mon avis, complètement correspondre. Donc, c'est 600 € par patient, 450 € par patient et par trimestre, je crois. Et en fait, nous, on se pose la question aujourd'hui, et je pense qu'on va y arriver, enfin, c'est sûr qu'on va le faire, de devenir une sorte d'App Store ou même de catalyseur ou de distributeur de ces solutions, parce qu'on a déjà les patients. On n'est pas les meilleurs pour faire le contenu sur plein de sujets, et donc comme vous avez déjà ce savoir-faire, etc., nous, on est tout à fait prêts à l'étudier et à le distribuer. Donc la réponse est oui, et on peut en discuter quand vous voulez. Et félicitations pour la rémission. Ouais, on croise les doigts. Ouais. Il n'y a que les gens sur les divans qui peuvent parler ici. Non. Alors, on a deux choses. Oui, la plupart, enfin, l'outil est full dispo aux patients qui sont onboardés qui ont une prescription. En fait, c'est comme un médicament. Hein. Après une RCP, on prescrit résilience. En revanche, on a une application qui est disponible dans laquelle il y a du contenu. Et donc on met à disposition du contenu générique pour les patients qui ont un cancer. Mais en fait, malheureusement, on n'arrive pas très bien à contrôler parce que les patients ne mettent pas les bonnes données, ne disent pas vraiment qui ils sont. Donc en fait, c'est plus compliqué d'avoir du contenu de qualité quand c'est une application grand public par rapport à une application vraiment à laquelle c'est l'infirmière qui va rentrer les données cliniques, qui va nous dire qui est le patient, etc. Donc on fait les deux, mais nous, on veut investir. Enfin, on a un rôle aussi social, en fait, finalement. Et donc c'est pour ça qu'on garde aussi du contenu pour le patient grand public. Ouais. Le taux de fuite, alors. Ouais, en fait, on n'a pas. C'est comme un médicament, en fait. Franchement, il faut prendre la même chose. Oui, non, tout à fait. Donc, du coup, non, mais quand je dis ça, c'est que, en fait, on fait confiance à son soignant. Donc, quand le soignant dit il faut que tu remplisses ce formulaire pendant tant de temps, il y a 90% des patients qui le font. Nous, aujourd'hui, la durée moyenne, c'est 13 mois de télésurveillance, et la loi sur le remboursement, donc le décret dit que c'est aux soignants de juger de la pertinence de continuer la télésurveillance ou pas. Donc nous, on n'arrête jamais. Le patient arrête très rarement. Il y a malheureusement 4% des patients qui sont des gens qui décèdent. Et puis le reste, il y a quelques patients qui arrêtent leur télésurveillance, mais c'est vraiment très rare. En gros, nous, on a un churn lié à autre chose que le soignant qui arrête, qui est extrêmement bas. Vous parliez de l'hormonothérapie, 5 ans, si les patients arrêtent 13 mois. Non, alors c'est la moyenne. Donc comme vous avez une moyenne d'une chimiothérapie, c'est plutôt 6 mois. Ouais, donc vous avez en fait, les patients continuent. Après, nous, on change de fréquence. Ça veut dire que quand on fait de l'hormono, on ne va pas poser des questions toutes les semaines. On va poser des questions plutôt tous les mois ou tous les trimestres. Est-ce que vous, dernière question, est-ce que vous êtes rentré dans tout ce qui est BBHI, le bénéfice patient, les PROM, les PREM? Oui, bien sûr. Alors, oui, mais de deux côtés. C'est-à-dire qu'on est rentré sur la partie évidemment CNAM, c'est-à-dire que nous, on a fait des études macroéconomiques sur nos solutions, sur nos sujets. On est capable de prouver qu'on fait gagner temps à la Sécu. Et en fait, on diminue de 1,8 jours le nombre de jours d'hospitalisation par patient et par an. On réduit de 30% les venues aux urgences. Enfin bon, tout ça a été prouvé. Et en revanche, effectivement, sur la partie, donc c'est value-based care sur. Je voulais vous dire un autre truc sur la partie hôpital. Bon, non, mais enfin, on arrive à prouver à avoir des résultats macroéconomiques pour la CNAM et pour les hôpitaux, excusez-moi, qui sont extrêmement forts. C'est-à-dire que aujourd'hui, en fait, une des principales raisons pour laquelle les hôpitaux prennent nos solutions, c'est pour réduire aussi leurs coûts. Et d'augmenter en fait finalement le nombre de patients par infirmière. On est capable de dire qu'on passe de 170 à 300 patients par infirmière, enfin par IDEC et par amphiles-actives. Donc ouais, c'est des sujets qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Et vous comptez le bénéfice patient, bien sûr.
Alors, bien évidemment, alors, alors, oui, c'est ça l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'en plus nos solutions permettent de répondre à des audits qui sont les audits HAS, ARS, etc. Pour les hôpitaux, c'est-à-dire de mettre en place des PROMS, des PREMS, et puis toute la partie satisfaction patient aussi qui est importante dans ça. Donc oui. Il y avait une question ici aussi. Bonjour Jonathan. On se connaît. On se connaît de nos années de New-Yorkaises. De New York. Julien. Julien Delpech, Invivox. On fait de la formation pour les professionnels de santé. On a formé plus de 200 000... Tu sais que tu es un des mecs qui m'a donné envie de faire de la santé. Sincèrement, je te le dis juste parce que je t'avais vu en conférence un jour et je m'étais dit waouh, c'est génial ce que ces mecs font. Parce qu'en fait, ils mettent en relation des médecins d'un côté du monde de l'autre et qui se forment en train d'opérer. C'est ça qui est dans les opérations. Ouais. Merci. Non, c'est vraiment le plus beau pitch que j'ai entendu. Mon cœur bat la chamade. Tu fais quoi ce soir? Je dîne avec toi. Non, une question, tu as parlé à un moment de l'importance de la formation pour les professionnels de santé. Nous, on s'aperçoit que quand on met des formations sur justement les données pour les professionnels de santé, en gros, on fait un gros flop. Qu'est-ce qui pourrait motiver et à quel moment dans leur vie? Est-ce que c'est en formation initiale? Est-ce que c'est en formation continue? Qu'est-ce qui pourrait motiver les professionnels de santé à se former sur les données? Je vais te répondre un peu à côté. Je vais dire il faudrait qu'il y ait plus de soignants pour que les gens aient le temps et que finalement ils puissent passer qu'ils aient un moment de cerveau pour pouvoir se concentrer là-dessus. En fait, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que moi, quand je vois franchement, la vie d'un médecin aujourd'hui, je vous parle d'un oncologue, mais c'est quoi? J'arrive au bureau à 8h du mat, à l'hôpital, je suis pris toute la journée, je n'arrive pas à déconnecter, parce qu'il y a le mec qui est en burn-out, parce qu'il y a l'autre qui est pas là, j'ai 2 infirmières qui ne sont pas venues ce matin. Le soir, à 7h30, je crois que j'ai fini, je vais bouffer à la cafette dégueu mon petit plat de pois chiches et de trucs. Et en fait, j'ai une RCP qui dure de 20h à 22h30, qui en fait dure jusqu'à minuit parce qu'il y a 2 cas compliqués et que je suis obligé de le faire parce que sinon les mecs meurent. Je rentre chez moi à minuit et demi, je dors 5 heures, je repars. En fait, fine, mais comment on peut demander à ces gens-là d'être formés sur quoi que ce soit d'autre que juste leur quotidien? Et en fait, c'est pas un problème. Enfin, c'est soit tu le fais en amont, soit on arrive à payer. Franchement, moi, il y a des trucs qui me sidèrent. Une infirmière, c'est payé 1 200 € et au mieux, du mieux, à la fin de sa vie, ça va gagner 1 800, 1 900 €. Mon frère est infirmier, je vois les tarifs, ça me paraît absurde. Une sage-femme qui, quand même, travaille toute la journée, les nuits, etc. En fait, on a un vrai problème de santé publique aujourd'hui en France. Donc, se poser la question de comment on forme les médecins ou les infirmières à la donnée, je pense que c'est le dernier de leurs soucis. Et donc, en fait, les seuls qui sont capables d'être formés, c'est les mecs à Gustave Roussy qui ont des bourses pour créer des laboratoires autour de la donnée, qui sont 15, qui font que ça. C'est les CLCC parce que c'est les mecs qui ont les budgets, mais sinon, en fait, il faut oublier. Je pense que... Ouais, alors donc tu as la partie intégrale. Mais aux États-Unis, pourquoi? Parce que les mecs, ils gagnent 500 000 balles, qui travaillent, ils ont des infirmières qui sont payées, je sais pas combien. En fait, on a réussi à faire ça. Et donc, soit les gens partent, les gens qui peuvent se former partent aux États-Unis, partent dans les universités en Angleterre, soit en fait, ils sont là pour faire de la recherche, mais en fait, ils le font sur leur temps perdu. Et, ouais. Donc, je pense c'est plus ça le problème. C'est pas. Bon, il faut éveiller les vocations, donc ça commence à maternelle en fait, Julien. Moi, je pense qu'il faut changer surtout le système. Enfin, tu vois, il y a tout un système qu'il faut changer. Et bon, c'est compliqué. On n'est pas prêt de le faire évoluer, mais c'est comme les profs, c'est comme l'éducation à la santé aujourd'hui, c'est des systèmes qui sont assez délaissés, quoi. On se prend une dernière question parce que j'avais promis 8h30, 9h30 sharp. Moi, j'ai 3 minutes si vous voulez. Ouais. Merci. Bonjour. Attends, il y a 2 questions. On prend 2 questions. Ouais, 2 questions, allez. Ok, 2 questions. Attends, on prend là et après on... Monsieur et mademoiselle. Je suis William Roland, je suis directeur délégué du numérique en santé au SNITEM, qui a la chance d'avoir Résilience en tant qu'adhérent, avec qui on a travaillé beaucoup d'ailleurs sur le passage en droit commun de la télésurveillance. Et merci pour vos contributions. Je voudrais juste revenir sur des sujets un petit peu plus, je dirais, étatiques, globaux, sur 3 points que vous avez abordés. Le premier, le numérique en santé chez les soignants, chez les professionnels de santé. Le deuxième, les établissements de santé et leur infrastructure, et notamment le mot-clé de l'interopérabilité. Et le troisième, toujours un point commun, l'interopérabilité, mais côté données de santé. Je voulais revenir là-dessus parce qu'en fait, moi je vis le numérique en santé depuis presque 20 ans. Et tous ici présents, on est d'accord peut-être pour dire, mais dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, que cette discipline, elle a vraiment été prise en compte, comprise
est lancée, elle est sortie du bois il y a 5 ans. Il y a 5 ans, quand Agnès Buzyn a compris qu'il fallait faire quelque chose du numérique pour la santé. Donc, sur les 3 sujets là que vous avez abordés, les métiers et les compétences des pros de santé, on a la stratégie d'accélération de la santé numérique, c'est un des axes, avec des budgets assez importants alloués. L'état des hôpitaux et des infrastructures, bon, on a le Ségur de la santé, dont un des sujets importants, c'est justement le partage, l'interopérabilité. Et puis sur les données, le financement et l'interopérabilité, on a le Health Data Hub. Alors, ma question, c'est, donc bien entendu, tout ça est assez récent, mais vous savez la complexité de tout ça, et puis on a eu beau le faire sortir du bois, mais la réalité, c'est qu'on y a quand même mis un cadre réglementaire assez récent et assez fort. Et assez compliqué. Et assez compliqué à comprendre. Alors, sur la temporalité industrielle, et moi je le vis tous les jours, les entreprises vont plus vite que le régulateur, bien évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On a quand même des réponses de l'État qui a compris qu'il fallait faire quelque chose. Ouais, mais laisser les entreprises faire, en fait. En fait, le Health Data Hub, sincèrement, moi, je trouve ça génial comme initiative. On a mis 18 mois avant d'avoir accès, et encore accès, à un minimum de choses. On est la 3e boîte, je crois, en France à avoir accès. Je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre, sincèrement. C'est des sujets. J'en ai parlé avec le ministre de l'économie numérique 3 fois. On se prend la tête parce que c'est sur Azure plutôt que de se dire, mais voilà, donnons accès déjà aux entrepreneurs de la santé avant de se faire chier sur tout ça. Donc oui, il y a un cadre, fine, mais en fait, c'est à la française. On met les administrations sur les administrations sur les administrations. Je vous citais tous les acronymes. Il y a la DNS, moi je ne sais même plus, il y a la direction numérique de la santé, il y a la direction de la santé numérique aussi. On a fait la DSN et la DNS. Enfin, en fait, il faut arrêter. Oui, mais il y a 5 ans, tout ça n'existait pas. Mais très bien, mais je préfère qu'en fait... Oui, mais... Je suis super, pas là mais en pour fait, en France, on défendre est spécialiste de dire ça marche pas. Et en fait, ok, il faut faire un truc, donc on va mettre 15 organisations qui font que ça marche moins bien qu'avant. Donc, moi, j'en sais rien, j'étais pas là il y a 5 ans, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça marche pas très bien aujourd'hui. Alors, ça marche pas très bien. Excusez-moi, je reviens sur le truc parce que je suis un peu... mais en fait, je fais l'avocat du diable. La France, aujourd'hui, en numérique, je pense, en santé, a un des cadres, alors pas réglementaire, mais de financement, qui est le meilleur au monde. C'est-à-dire que ça, je suis d'accord. La partie financement, c'est extraordinaire. On crée, et je pense qu'on a la capacité de créer des leaders mondiaux en santé, et on a compris ça. Comme sur les AI, on a 2 opportunités aujourd'hui en France. On n'a jamais créé de leaders mondiaux sur d'autres choses. Les AI, on est en train de le faire avec Mistral, et je pense que sur la santé, on est capable de le faire. On est capable de le faire parce qu'il y a des boîtes qui émergent comme ça, comme Résilience et d'autres, qui ont un business model, qui commencent à faire du vrai chiffre d'affaires et qui ont une rentabilité à vue. Donc ça, je suis d'accord. Ce que je demande juste, c'est laissez-nous tranquilles sur la partie réglementaire. Moi, j'ai 5 personnes en CARA aujourd'hui chez Résilience. Ouais, je sais. Et j'en peux plus. On me bloque tout. Ouais. Moi, un feature flip hier. Ah non, on peut pas faire de feature flip parce que c'est compliqué. En fait, le GMED, moi je vous donne un autre truc qui est dingue, c'est les organismes certificateurs. Putain, il y en a 3 en Europe. Ça coûte 50 000 balles de faire un audit. Il faut attendre 18 mois et sinon, il faut payer 25 000 euros de plus pour qu'ils viennent 3 mois avant. En fait, c'est un scandale. Et donc ces mecs-là, il y en a 3, ils tiennent le marché et personne ne fait rien. Donc oui, il y a plein de problèmes. Oui, c'est en train d'être adressé. Mais je pense que voilà, il faut aussi écouter les gens qui sont dans ce monde-là. Bien sûr, oui. Mettre les entrepreneurs à la tête de ces trucs-là. Je rappelle juste que je suis ambassadeur des entreprises, pas du ministère. Et merci. Et je sais. Et d'ailleurs, avec le SNITEM, nous, on adore le SNITEM parce qu'effectivement, vous êtes notre ambassadeur. Donc évidemment, mais je répondais juste de manière un peu dure, mais j'aimerais bien que les choses avancent de manière plus agile. Enfin, c'est ça le problème. Allez, dernière question. Merci. Alors, est-ce que la télésurveillance facilite l'observance des patients? Est-ce que vous avez fait une étude par rapport à ça? Et quelles sont vos observations? Ouais. Alors, la réponse est oui. Et donc, il y a plusieurs études qui ont été faites. Nous, on se base sur 3 principales études qui s'appellent CAPRI, STAR et PROTECT. Donc, 2 aux États-Unis, 1 en France, c'est un randomized control trial qui a été fait par Gustave Roussy en 2016 maintenant, sur 650 patients. Et donc, on a prouvé qu'on augmentait de 2,3 mois l'observance aux médicaments sur des chimios orales, là, pour le coup. Donc ça a été prouvé sur Protect et Star. Je ne connais plus les chiffres, mais ça a été aussi prouvé. Je crois que c'est un petit peu moins. Donc oui. Et donc là, nous on lance une étude qui s'appelle RC102,
qui, sur 1550 patients, sur 45 centres en France, en Belgique et en Allemagne, justement pour reprouver, revalider tous ces éléments-là avec une nouvelle génération de télésurveillance, donc sur la qualité de vie, sur l'observance, et on l'espère sur l'OS aussi des patients. Voilà. Allez, dernier mot, Jonathan, avant de se quitter. Non, merci à tous. Voilà, je vous donne mon email si vous voulez parler un peu plus longuement. C'est jb@resilience.care, donc c'est facile. Voilà, et nous, juste mon dernier mot, c'est moi, mon but, j'ai fait des boîtes avant pour les vendre et réussir à gagner un peu d'argent. Là, je suis sur une aventure où c'est un marathon. J'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de créer un leader de la santé français mondial. Voilà, donc l'objectif, c'est pas de vendre un labo dans les 2 ans qui viennent, c'est pas de faire une exit, c'est vraiment d'essayer de decoding life, c'est-à-dire de comprendre des choses qu'on ne comprend pas pour améliorer la vie des patients et celle des soignants. Donc voilà, j'espère que résilience, longue vie à résilience, je dirais du coup, j'espère voilà, pouvoir vous rencontrer tous dans le futur. Merci pour ce boost d'énergie. Donc, comme promis, petit déjeuner qui vous attend.